Le marché du matelas et du sommier, par exemple, en France, c'est plus de 2 milliards d'euros. Donc c'est colossal. C'est un marché qui est en croissance, qui a été pendant très longtemps assez peu sujet à des innovations, assez opaque, très très segmenté et effectivement un parcours client compliqué où quasiment le seul moyen d'acheter un matelas était de se rendre dans un magasin. Et puis en 2015, les divers, quand on est arrivé avec notre proposition de valeur, on était les premiers avec ce modèle des bed in box. L'intuition qu'on avait, c'est qu'il y a la possibilité de proposer un matelas qui va correspondre à 90% des besoins des dormeurs. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Nous passons un tiers de notre vie dessus et il en va de notre bien-être et même de notre santé. Vous l'aurez compris, je veux parler du lit et plus précisément de son matelas. Tout le monde s'accordera à dire qu'une seule nuit sur un matelas de mauvaise qualité ou bien creusé par le temps nous pourrit la journée du lendemain. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Aude du Coulombier, cofondatrice de la fameuse marque maintenant à tête d'ours, Teddy Bear. Lancée en 2015 avec un produit phare, le matelas, l'entreprise propose aujourd'hui une gamme complète de produits autour du sommeil. Devenue entreprise à mission, la DNVB suit une trajectoire de croissance très forte et c'est de cette histoire dont nous allons parler avec Aude. Comme toujours, nous respectons notre plan en 3 parties. Nous allons d'abord nous intéresser au marché de la literie. Nous l'avons tous constaté depuis quelques années avec l'arrivée des DNVB, l'acte d'achat d'un tel produit s'est beaucoup transformé. Alors quelles sont les tendances? Qu'attendent les consommateurs? Comment l'offre a-t-elle évolué? Nous continuerons avec la proposition de valeur de Teddy Bear. Comment l'entreprise s'est-elle construite? D'où viennent ces produits? Comment adresse-t-elle son marché? Quelles sont les prochaines étapes de son développement? Enfin, nous ferons notre habituel focus sur la relation client. Pour une DNVB en particulier, ce sujet est crucial. Alors côté acquisition, fidélisation, data, CRM, réseaux sociaux, quel est le programme? Mais avant de commencer, Aude, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, ravie d'être avec vous ce matin. Donc, je suis la cofondatrice de Teddy Bear. Chez Teddy Bear, je m'occupe de tout ce qui est développement de la marque, acquisition client, expérience client au sens large. Et puis avec Julien Sylvain, mon associé, on travaille ensemble sur la stratégie de développement de Teddy Bear et sur tous les aspects de culture et de management. Tu cites Julien, j'en profite pour le saluer parce qu'il est passé il y a quelques années sur ce podcast. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et en fait, moi, je suis devenue entrepreneuse sur le tard. Il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans que j'ai rejoint l'aventure de Teddy Bear. Avant ça, j'ai eu un parcours assez classique, école de commerce, plusieurs années passées à faire du marketing, à développer des marques et à lancer des produits dans des entreprises comme Unilever, ensuite dans les médias, chez 20th Century Fox et chez TPS. J'ai fait un passage aussi par le conseil chez McKinsey pendant plusieurs années. Et puis, juste avant d'être chez Teddy Bear, j'étais directrice marketing de Google pour la France.
Donc une expérience marque, digitale, et Très puis riche. conseil en Ouais. strat, assez riche. Et puis après quelques années super chez Google, j'en avais un peu assez des grandes structures matricielles, assez complexes, et j'avais envie de retrouver plus de liberté, d'avoir le sentiment aussi d'avoir plus d'impact et de participer réellement à une aventure entrepreneuriale. Et donc j'ai quitté Google en cherchant cette pépite, à la fois une super équipe et un super projet. Et un peu par hasard, j'ai rencontré Julien au moment où il était en train de lancer Teddy Bear. Et là, coup de foudre, à la fois pour l'équipe et puis pour le projet, avec ce super challenge de devoir créer une marque de zéro sur un marché, comme tu le disais, des produits très importants, mais pas forcément très sexy au premier abord. Et je trouvais l'aventure vraiment hyper excitante. Voilà, et c'est comme ça que tout a commencé il y a maintenant bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Alors attends, on va revenir 2 secondes sur ton parcours parce qu'il est hyper intéressant. Tu as cité des marques très connues, Unilever, Google, McKinsey, TPS. Tu as été à la fois dans les médias et puis aussi sur les produits. Enfin, Unilever, c'est quand même caractérisé par les produits de grande consommation. Ouais. Le marketing ou la marque pour des produits de grande consommation, c'est quelque chose. Les médias, c'est encore quelque chose d'autre. Et Google, c'est encore à part. Ça n'a rien à voir. C'est quoi le lien ou alors qu'est-ce que tu as appris de ces 3 univers? Finalement, j'enlève le conseil en strat. Peut-être que je devrais pas, mais je le fais a priori parce que je me dis que sur des histoires de marketing ou de communication, enfin bref, de marque, sur 3 univers complémentaires finalement, hein, entre les produits de grande consommation, les médias et le digital, avec le plus gros acteur finalement du digital Google. Comment tu raccroches les wagons? Comment tu racontes ton histoire par rapport à ça? En fait, chez Unilever, j'étais chez Lever, j'ai travaillé beaucoup sur des marques de lessive, comme Skip, sur Dove aussi. Et là, je dirais que j'ai appris vraiment ce que c'est que la construction de marque. Comment faire en sorte d'avoir une proposition de valeur qui réponde vraiment à un besoin client, comment s'intéresser aux clients de façon très structurée, et après comment raconter son histoire et la mettre en œuvre avec tous les leviers à disposition d'un point de vue marketing, trade marketing, médias, etc. Après, dans les médias, que ce soit chez TPS ou chez Fox, la problématique, elle était la même. Comment donner envie à des gens de s'abonner à TPS plutôt qu'à Canal+. Elle est la même, mais là on est sur du service. Oui, mais C'est moins tangible, c'est pour ça que oui, mais ça en change fait, pas grand-chose. non, la démarche, je pense, est la même. C'est à chaque fois définir de façon très claire le besoin du client, le comprendre, comment on a envie d'y répondre, qu'est-ce qui, dans l'offre qu'on va proposer au client, est réellement pertinent et différenciant, et comment on va à sa rencontre. Avec quels moyens. Donc chez Fox, c'était pour lancer des DVD. Chez TPS, c'était pour donner envie aux gens de s'abonner à un bouquet de télévision payante. Et finalement, la démarche, elle est la même. Et je pense que ce que j'ai appris aussi, c'est en étant sur des marchés très différents, d'être capable d'être agile, de s'intéresser à des problématiques nouvelles. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Et après, même si McKinsey, c'est quelque chose de un peu à part, moi, ce qui m'a beaucoup apporté dans cette expérience, c'est d'abord le fait d'être capable de passer d'un problème à l'autre de façon très très rapide, d'être capable de comprendre les tenants et aboutissants d'un marché ou d'une problématique sans y connaître rien au début. Donc comment on se pose les bonnes questions, comment C'est on de la arrive, méthodologie, en fait, de la c'est de méthodologie. la méthodo, c'est de l'agilité, c'est la capacité à s'adapter à des contextes très différents, à travailler aussi avec des gens très différents d'une mission sur l'autre. Et puis une espèce de boîte à outils qui est très très utile. Et ensuite une manière de présenter les choses, ses arguments, de quantifier, d'être sûr qu'on met les ressources, le poids du corps sur les bons enjeux, l'allocation des moyens aussi.
Et puis Google, je dirais la même chose. Chez Google, il y a cette importance des marques. Google est une marque très, très importante. Il y a cette volonté de mettre le client au cœur de tout ce qu'on fait. Il y a une très grande exigence aussi sur le retour sur investissement, même si c'est une boîte qui a beaucoup d'argent, mais il y a vraiment cette culture de dépenser l'argent de Google comme si c'était le sien. Donc une grande rigueur aussi dans l'utilisation des moyens. Chez Google, plus concrètement, c'était quoi tes missions ? Alors chez Google, moi j'avais plusieurs missions. J'étais responsable de développer l'image de marque de Google en France. J'étais aussi chargée de développer l'utilisation par les TPE, PME des outils digitaux de Google pour qu'ils puissent se faire connaître et développer leur business. Donc une fonction presque plus commerciale. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, j'étais chargée aussi de faire l'évangélisation des solutions publicitaires de Google, comme YouTube, le search, auprès des gros annonceurs français. D'accord, voilà. Donc c'était très donc une palette très, très large. Et, donc ça, c'est après McKinsey que tu as fait ça. Ça, c'est après McKinsey, oui. D'accord. Et tu arrives, tu l'as dit, dans cette structure, tu restes avec l'envie in fine d'en partir. J'imagine pas parce que c'est forcément Google, mais c'est parce que tu es arrivé à un moment de ta carrière professionnelle où il y avait besoin d'autre chose. Ouais. Je comprends, hein, ouais, c'est ça. C'était pas intrinsèque à Google, mais bien voilà, finalement, un parcours déjà bien avancé et cette volonté d'aller voir autre chose. Aujourd'hui, tu arrives finalement à réutiliser tout ce que tu as appris dans ton parcours, j'imagine. C'est au service de la création de cette marque Teddy Bear. Quand on est une DNVB, la marque... le B, hein, c'est bien pour brand dans DNVB. Comment on part de zéro, c'est encore différent, non ? C'est complètement différent et c'est ce qui est aussi super intéressant. En fait, avec Julien, quand on a créé Teddy Bear, dès le début, on s'est dit qu'on voulait créer une marque de référence. On n'avait pas envie de lancer un vendeur de matelas sur Internet parce qu'on est l'un et l'autre intrinsèquement convaincus que les marques ont une valeur pour leurs clients et puis ont une valeur en tant qu'actifs aussi, que c'est le moyen de créer une activité pérenne. Et effectivement, je dirais que j'ai mis dans Teddy Bear pour développer la marque un petit peu de tout ce que j'avais pu apprendre à droite, à gauche. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure, mais quand on a lancé Teddy Bear, très vite, on s'est fait connaître en utilisant des médias offline, la télé et l'affichage. Ça, c'est des médias que moi, j'avais beaucoup utilisés sur les marques sur lesquelles j'avais travaillé avant, comme Unilever, et c'était peut-être un peu contre-intuitif sur une marque qui était censée être purement 100% digitale. Je pense que j'ai mis aussi dans Teddy Bear cette exigence qu'on a sur la qualité de service, l'attention portée aux clients, qui venait aussi de mon parcours avant, et puis ce mélange entre le digital, les médias offline, ça vient aussi de mes expériences. En fait, je crois que j'ai essayé à chaque fois d'aller chercher dans ce que j'avais pu faire ailleurs des éléments qui pouvaient correspondre au développement qu'on voulait donner à Teddy Bear, mais ça s'est fait un peu au fil de l'eau. Oui, et puis en fonction du développement même Exactement. De la marque, tu as pu activer d'abord un certain nombre d'outils, puis le compléter au fur et à mesure que le développement se fait. Et puis il y a d'autres éléments, mais dans mes expériences avant Teddy Bear, j'ai été habituée aussi à manager des équipes assez grosses. J'avais une équipe de 40 personnes, par exemple, chez Google, donc une certaine expérience de management aussi qui s'est révélée utile. Au début pour Teddy Bear, et puis au fil de l'eau, quand on grossit, quand il faut structurer des process RH plus fortement pour accompagner le développement de l'entreprise. Et puis ce que j'ai appris chez McKinsey en termes de stratégie, par quel bout prendre un marché, quelles questions on se pose quand on veut développer son business
quelles sont les priorités, quels sont les dangers. Voilà, enfin, c'est toute une espèce de boîte à outils dans laquelle je pioche. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir un associé, Julien, qui est un entrepreneur depuis toujours, qui lui a toujours créé des entreprises. Et donc, à nous deux, on a des savoir-faire qui sont très, très complémentaires en plus. Ouais. On va en parler de tout ça avec attention, mais tout à l'heure, merci pour nous préciser un peu les éléments de ton parcours et comprendre pourquoi aujourd'hui, finalement, tu arrives, et Tedibert arrive aussi bien à se positionner. Je le disais tout à l'heure, l'entreprise est lancée depuis 2015, tu l'as confirmé, et toi aussi 7 ans d'existence. Tu parlais du métro, effectivement, où j'ai pu constater la présence de Tedibert en 4x3. On va y revenir. Avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit arrêt sur le marché. C'est un marché qui a été longtemps poussiéreux. Il y a encore une petite dizaine d'années, on achetait un matelas, un lit dans le retail, où je pense que tout le monde a en tête ces fameux essais sur les matelas avec les protections au niveau des chaussures en plexiglas pour pas salir le matelas, des produits très volumineux, lourds. Et puis on ne savait pas toujours quoi faire de l'ancien matelas qu'on voulait changer. Et puis les DNVB sont arrivés, ça a un peu révolutionné tout ça. La question aujourd'hui, c'est comment s'organise l'offre et la demande sur ce marché-là. Quelles sont les tendances qu'on peut observer? Bref, est-ce que tu peux nous éclairer, prendre un peu de hauteur pour savoir finalement dans quelle mare vous grenouillez et qu'on comprenne bien la proposition de valeur après? Ouais. Alors le marché de la literie en France, c'est un très gros marché, et comme tu le disais tout à l'heure, un matelas, c'est un des produits les plus importants de nos vies parce qu'on y passe un tiers de son temps. Le marché du matelas et du sommier, par exemple, en France, c'est plus de 2 milliards d'euros. Donc c'est colossal. C'est un marché qui est en croissance, qui a été pendant très longtemps assez peu sujet à des innovations, assez opaques, très très segmentées, et effectivement un parcours client compliqué où quasiment le seul moyen d'acheter un matelas était de se rendre dans un magasin, soit de spécialistes, soit de magasins plus généralistes. Et puis en 2015, Tedibert, quand on est arrivé avec notre proposition de valeur, on était les premiers avec ce modèle des bed-in-box. L'intuition qu'on avait, c'est que... modèle qui venait des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Qui venait des États-Unis, qui avait été créé en fait quelques années auparavant par une société qui s'appelle Tuft & Needle. Et on trouvait leur approche extrêmement intéressante. Et l'idée, c'était de se dire, nous, on est persuadés qu'il y a la possibilité de proposer un matelas qui va correspondre à 90% des besoins des dormeurs. Cette hyper-segmentation du marché, elle est artificielle, elle est créée par les fabricants, par les distributeurs. C'était quoi ce côté artificiel du marché? C'était comment En fait, une offre absolument pléthorique, avec des tas de matelas différents, un jargon technique très compliqué, des niveaux de prix aussi illisibles, qui sont très divers, avec des promotions dans tous les sens. Et du coup, en gros, pour s'y retrouver quand on a envie d'acheter un matelas, c'est un vrai parcours du combattant. Quelle est la bonne techno? Quel est le bon prix qu'il faut payer? Est-ce que vraiment on peut se rendre compte qu'un matelas vous convient en l'essayant 10 minutes tout habillé dans un magasin avec quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous regarde? C'est une expérience assez gênante. Et nous, en fait, on voulait remettre le consommateur au centre et proposer une expérience qui soit vraiment fluide et simple, et que cet achat qui est si important cesse d'être une source de stress et d'angoisse. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est la plupart du temps... Tedibert, disrupteur du marché français. Ouais. C'est le premier acteur à le faire. Ouais. C'est pour ça aussi que tu en parles quand tu parles finalement de l'évolution du marché, Ouais. parce que c'est une chance finalement de t'avoir là-dessus. C'est que c'est cet acteur-là qui a fait entrer sur le marché français cette nouvelle façon de consommer.
Le consommateur, au début, il était... quelle a été sa réaction? Parce que alors je te le dis d'autant plus volontiers que moi-même, j'ai pu le constater. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai été habitué à acheter des matelas dans le modèle que tu viens de décrire. Effectivement, très inconfortable en termes d'expérience client. Mais dans laquelle, finalement, il y a quand même une expérience produit. C'est-à-dire que tu t'allonges sur le matelas et tu es convaincu ou pas, mais enfin, c'est suffisant ou pas, mais tu l'as fait. Et avec l'idée derrière, quand même, de se dire, ouais, un matelas, c'est lourd, encombrant, et puis une fois qu'il est à la maison, finalement, on sait qu'il y est pour 10 ans, quoi. Quand tu achètes ça online, tu dis, waouh, comment ça va arriver? Ah bon, c'est dans une boîte, c'est compressé, mais en fait, il va être abîmé, comment ça va se passer? Enfin, tu vois, il y a plein d'a priori comme ça, et puis finalement, si je me sens pas bien dessus, qu'est-ce que je fais? Comment je le renvoie? Bref, un marché qui change, c'est effectivement une offre qui change, mais c'est aussi une demande qui doit elle-même changer. C'est-à-dire le consommateur, il a dû être éduqué, non? Oui, mais d'abord, je pense que il y avait un vrai besoin consommateur. Le fait de voir ce qui se passait aux États-Unis, de voir la vitesse à laquelle des acteurs comme Tuft & Needle, qui a ensuite été suivi par des boîtes comme Casper, etc., se sont développés, ça montrait bien que ce modèle du matelas unique, vendu sur Internet, comprimé, roulé, avec une qualité de service exceptionnelle, répondait à un besoin de simplicité. Effectivement, nous, quand on s'est lancé en France, on a passé beaucoup de temps d'abord à développer un produit de très très bonne qualité. Il y a eu plus de 30 prototypes de matelas Teddy Bear qui ont été faits avant qu'on se lance. Trouver les bonnes mousses pour qu'on puisse les comprimer, les rouler, et qu'à l'arrivée chez le client, le matelas reprenne immédiatement sa forme et puis surtout offre un confort qui soit absolument exceptionnel. Il y a eu aussi de notre part toute une réflexion autour du service client, comment rassurer effectivement la personne qui va venir sur un site, comme tu le disais très justement, qui ne va pas pouvoir essayer le matelas, sur le fait qu'il n'y a absolument aucun risque pour lui. Donc c'est le fait de proposer une livraison qui est très rapide, qui est gratuite, le fait de proposer 100 nuits d'essai, parce que de toute façon, quand on achète un matelas en magasin, l'essayer en 10 minutes, ça ne sert à rien. Et on sait qu'il y a énormément de gens qui essayent un matelas comme ça, le reçoivent chez eux, et puis au bout de quelques semaines se rendent compte que finalement le confort ne leur convient pas, mais la plupart du temps c'est trop tard. Et quand en plus on dort avec quelqu'un, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Donc nous vraiment l'idée dès le début, ça a été de lever tous les freins et de rendre l'expérience la plus simple et sans risque possible pour le consommateur. Donc les 100 nuits d'essai, si le matelas ne convient pas, les gens nous appellent. On prend rendez-vous avec eux, on vient reprendre le matelas, c'est gratuit, on ne met aucun frein au fait de leur reprendre leur matelas. C'est ça, c'est hyper important ce que tu dis. Très important. Parce que dans l'idée... Il n'y a pas de petites lignes, il n'y a pas des petits trucs cachés. Comment tu vas faire rentrer dans la boîte quelque chose qu'on est sorti par extension et c'est pas possible. Donc non, il y a des vrais sujets logistiques. Alors effectivement, nous on avait décidé aussi de comprimer, rouler le matelas parce que ça permet d'économiser des coûts de stockage, des coûts de transport. Ça veut dire aussi qu'avec notre business model qui est complètement intégré depuis la fabrication jusqu'à la livraison, un matelas qu'on va vendre 650 € chez Teddy Bear, il vaudrait plus de 2000 € en magasin. Donc on optimise la valeur et on rend une partie de cette valeur au client avec un positionnement prix. On va y revenir. Mais alors agressif. Du coup, aujourd'hui, le marché qui est très... il y a beaucoup d'acteurs, vous êtes aujourd'hui très concurrencés. Ça veut bien dire que finalement la demande elle existe. Tout à fait. De façon, donc il y a le matelas, mais la literie en général, parce que c'est le matelas, alors c'est aussi les draps, les couettes, les sommiers, les oreillers. Voilà, c'est l'ensemble de ce qui se trouve dans un lit et qui compose un lit.
Finalement, ce marché-là, donc tu l'évalues à plus de... Enfin, tu nous partages le chiffre de plus de 2 milliards en France. Oui, c'est des France. données de marché. Oui, j'imagine bien que c'est pas toi qui as fait ta petite... ou doit lever ta petite étude. 2 milliards, et c'est un marché qui est en croissance. Oui. Quand je t'entends dire ça, je me pose la question de savoir dans quelle mesure le confinement ou les confinements ont joué un rôle d'accélérateur dans cette croissance-là. On a beaucoup entendu dire que pendant le confinement, les Français s'étaient réintéressés à leur intérieur et avaient finalement investi des sommes d'argent qu'ils n'avaient peut-être pas investi depuis longtemps, ne pouvant plus sortir par ailleurs, et ils ont réutilisé leur argent autrement. On a beaucoup parlé de la déco, du jardinage, parce que c'était le printemps. Donc, voilà. Est-ce que ça a profité aussi au secteur de la literie ? Oui, et en particulier au secteur de la literie en ligne. Parce que pendant le confinement, on s'en souvient tous, énormément de magasins étaient fermés. Produits non essentiels. Produits non essentiels. Et en fait, il y a eu deux phénomènes. Effectivement, les gens étant chez eux, passant plus de temps sur leur lit, se rendent compte à quel point c'est important d'avoir un lit, un matelas hyper confortable, de bonne qualité. Donc, l'envie de renouveler davantage ces équipements. Et après, en fait, chez Teddy Bear, nous, on a eu la chance d'avoir une activité qui ne s'est absolument pas arrêtée pendant le confinement, parce que comme on a un business model où dès le début avec Julien on a choisi de faire fabriquer nos produits localement en France ou en Europe. On n'a pas été affecté par le transport comme certaines marques qui font produire leurs produits très très loin. Et les usines étaient fermées. On a une chaîne logistique aussi qui est très réactive. Donc en fait, on n'a eu aucune rupture d'activité. Et ce choix d'être un acteur local avec une qualité de service exceptionnelle s'est révélé très payant en fait pendant cette période. Et puis je pense que on est aussi dans un moment où les gens font attention à ce qu'ils achètent, le fait qu'on soit une marque française, qu'on ait un certain nombre de valeurs. Qu'on ait des partis pris forts en termes de fabrication, de qualité de service, étaient complètement en adéquation avec leurs attentes, effectivement. Et excuse-moi de revenir sur l'ensemble du marché de la literie, est-ce que c'est l'ensemble des produits qui sont en croissance ou est-ce qu'il y a des secteurs qui le sont plus que d'autres ? Est-ce que... je ne sais pas, comment c'est sous-structuré ce en marché ? fait, le secteur dans son ensemble a cru, et c'est les produits principaux comme les matelas et les sommiers. Et en fait, on a assisté aussi à une forme de premiumisation du marché, avec les gens prenant conscience de l'importance de ces équipements, qui achètent des matelas et des sommiers de meilleure qualité, une taille de matelas plus grande. Il y a une forte croissance des matelas de 160 par 200 par exemple. Vend plus. Alors que les 140, on en vend encore, mais c'était la taille principale il y a quelques années, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc à la fois la nécessité prise de conscience de l'importance de ces produits et puis la volonté d'avoir des produits de meilleure qualité et plus confortables. Voilà, donc, c'est un des éléments liés au confinement, mais c'était des tendances qui étaient déjà présentes les années précédentes, mais ça a accéléré. Comme beaucoup de choses, le confinement ça a été une forme de révélateur, en fait. Et donc, ça se maintient, là, toujours, il y a toujours une... Alors, la demande est un petit peu moins dynamique début 2022, mais sans doute, ce qui est normal, parce qu'il y a eu un tel push sur ces catégories que là, on sent... les gens ont envie de dépenser leur argent de façon un peu différente, peut-être plus en loisirs, peut-être plus en vacances aussi. Ils ont pas mal équipé leur intérieur, mais c'est une catégorie de produits qui reste dynamique et puis un marché qui est absolument colossal. Bon, merci pour ces éléments de compréhension du marché qui sont toujours intéressants avant de parler justement de la façon avec laquelle Teddy Bear adresse son marché. Tu as déjà livré un certain nombre d'éléments qui nous permettent de le comprendre. Teddy Bear étant l'acteur finalement qui a disrupté à lui tout seul le marché français, rejoint par une pléthore de concurrents aujourd'hui. Mais Teddy Bear a imprimé
sa patte, sans jeu de mots, sur le marché. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est revenir un peu sur comment on se lance, comment finalement on fait concrètement pour lancer une nouvelle marque. Évidemment, il y a les enjeux de marque, marketing, communication, mais il y a les enjeux produits, et puis arriver sur un marché où finalement personne t'attend, où finalement les acteurs traditionnels, je le fais, c'est trop facile, endormis sur leur laurier. Est-ce qu'il y a eu finalement des résistances du marché, des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vous ont décrié? Enfin, comment ça se passe quand on commence from scratch et peut-être partons par le produit, puisque tu viens d'en parler, c'est made in France, made in Europe. Ouais. Comment on source, comment on fait? Tu nous as dit 30 prototypes avant d'arriver à ce premier produit. Comment on fait? Est-ce que c'est par là qu'on commence? Est-ce que c'est par le produit? Oui, c'est par là qu'on commence et ça a été le premier sujet sur lequel Julien a travaillé avec deux autres de nos associés cofondateurs. En fait, le point de départ, ça a été de se dire on veut un matelas qui convienne à 90% des dormeurs. Et plutôt que de parler de technologie, on est parti du confort qu'on voulait offrir à nos clients, en se disant en fait c'est ça le plus important. Quel est le type d'expérience qu'on veut leur proposer et qui leur parle immédiatement? Et donc le brief de départ pour le produit, c'était on veut un matelas qui soit ferme et accueillant à la fois. On veut un produit qui puisse être comprimé-roulé, qui soit de super bonne qualité, qu'on puisse comprimer sans l'abîmer, qui va reprendre sa forme très rapidement chez les clients et qui va avoir une durabilité d'au moins 10 ans, une fois que les gens l'auront acheté. Donc il y a eu beaucoup de prototypes, beaucoup d'essais aussi de matériaux, de combinaisons différentes, jusqu'au moment où on a identifié... Mais là, tu vas voir qui? C'est en France? Ils sont où les fabricants? À l'époque, c'était en Belgique. Ouais. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire en Belgique autour de la literie et de la fabrication des matelas. Historiquement, les matelas étaient faits en laine. Ouais. Et les ports lainiers étaient en Belgique. Et puis, avec le développement des mousses, les lainiers se sont adaptés. Et donc, il y avait un très grand savoir-faire en Belgique. Et c'est pour ça que les matelas Teddy Bear, au départ, ont été fabriqués en Belgique. Et maintenant, on les fait à la fois en Belgique et en France. Mmh. Mais bref, au début, mais parce qu'on voulait sourcer les meilleurs matériaux possibles et avec la meilleure expertise. Ce fabricant belge, finalement, a respecté un cahier des charges que vous lui avez donné, et puis par itération, vous êtes arrivé à un produit fini. Ce fabricant, il fabrique aussi pour d'autres... ce constructeur, ce fabricant, pour d'autres marques. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il avait ce savoir-faire. Il avait ce savoir-faire, mais il a développé avec nous un produit spécifique. C'est ça. Et comment on arrive à le convaincre, ce fabricant? On arrive, je suis un petit franchise, je débarque, nous, on va faire autrement sur le marché du matelas. Je pense que ça a été la force de conviction dont Julien a su faire preuve. Et puis... le fait de voir aussi ce qui se passait aux États-Unis, c'était un marché qui avait 3 ans d'avance. On voyait bien ce secteur des bed-in-box qui prenait vraiment des parts de marché aux acteurs traditionnels. Et puis, on a rencontré quelqu'un qui a eu envie de prendre le risque. C'est un partenaire, parce que l'outil industriel, il est impacté. Parce que quand tu lui dis, au début, on va t'en commander 25, et puis 100, et puis c'était 2000. Aussi un moyen pour lui justement d'utiliser son outil industriel encore mieux, sans prendre trop de risques finalement. Et puis de se dire, finalement, le savoir-faire et ce que je vais développer pour Teddy Bear, si ça se trouve, c'est l'avenir, ça peut être un relais de croissance important. Donc c'est un intérêt mutuel bien compris. Et puis effectivement, au moment où on a lancé, très vite, le succès a été... au rendez-vous. Alors justement, le produit, tu l'as. Oui. Donc, il n'y a plus de préoccupation pour le produit. Oui.
Cependant, il faut aussi un logisticien dans la chaîne, Oui. parce que les produits, tu les stockes pas. Enfin, c'est pas des maillots de bain, tu vois. C'est quand même volumineux, tout comprimé qu'il Ouais. soit. Puis ça pèse un certain poids. Tu l'envoies pas dans une enveloppe. Donc vous avez dû aussi trouver un logisticien qui était en capacité de faire le travail nécessaire fait. de livraison. Ça veut dire que vous avez acheté un stock que vous avez placé chez lui? Oui, en fait, on faisait produire nos matelas qui sont chez notre logisticien, mais qui est toujours le même, en fait, depuis le début, qui est pas très loin de Roissy. Les matelas comprimés roulés étaient livrés chez lui. Et puis après, on a fait des deals, mais comme des tas d'entreprises d'e-commerce avec des transporteurs. En revanche, en ayant, là encore, un cahier des charges extrêmement précis sur la qualité de livraison, les délais, le type de service qu'on veut offrir à nos clients. Parce que dès le départ, on s'est dit que comme on demandait aux gens de venir acheter un matelas sur Internet, il fallait que l'expérience de bout en bout soit absolument exceptionnelle et bluffante. Convaincu aussi que c'était comme ça qu'on allait créer en plus un bouche à oreille Ce que tu veux dire, c'est que pour le dernier kilomètre, c'est clé, oui. Et que tu voulais que le livreur, il ne fasse pas que poser le matelas devant la porte en sonnant et en partant. Ouais. Je sais pas si ça fait référence à quelque chose. Non, mais peut-être. Non, mais ce que je veux ça. dire par là, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui Ouais. pour les petits produits. Là, c'est pas ça. Tu voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'abouti Oui. avec. Comme une forme de service un peu de luxe, en tout cas, parce que c'est des produits qui sont importants, parce que c'est des produits qui sont chers, parce que moi, je trouve que quelqu'un qui nous fait confiance, et en plus, à l'époque, on était une marque très jeune, qui va dépenser chez nous 650 €, qui est un montant non négligeable, on lui doit une qualité de service au top. Donc Voilà. ça, c'était sur la livraison. Maintenant, il faut convaincre tes consommateurs de venir sur ton site, les convaincre déjà, leur faire savoir que tu existes, et puis après, tu as commencé à le dire, les convaincre que la proposition de valeur qui était la vôtre, et qui est toujours la vôtre, eh ben, elle leur convient. Comment on commence? Tu me disais, finalement, de façon contre-intuitive, on a vite fait de la communication offline. Oui. La communication offline, il n'y a pas besoin d'être dans les médias pour savoir qu'elle coûte assez cher. Ça me renvoie à la question, mais comment vous êtes financé en fait? Vous avez levé de l'argent rapidement? Oui, alors on s'est lancé en novembre 2015 et puis en juin 2016, on a fait une première levée de fonds d'un montant assez raisonnable. Et en fait, pour répondre à ta question, quand on est arrivé en novembre 2015, on était les pionniers sur le marché, mais on savait que ça n'allait pas durer. Évidemment, on voyait ce qui se passait aux États-Unis, on voyait ce qui se passait dans d'autres pays d'Europe. Il y avait d'autres gens qui avaient fait le même constat que nous. Et on avait vraiment cette urgence à se dire, on est les premiers, on veut créer une marque. Il faut qu'on sorte du lot très vite, parce qu'il y a une prime au premier entrant, mais il faut saisir l'opportunité tant qu'elle est là. Et le raisonnement que j'ai eu, c'était de se dire, finalement, on a un produit qui s'adresse à tout le monde. On a la volonté de construire une marque. Il faut qu'on se fasse connaître rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui que les médias traditionnels, l'affichage, la télé? Moi, c'était des expériences que j'avais eues de mes jobs précédents. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, très vite, ça a été de tester l'affichage métro. Et pour moi, ce qui était très important, c'était surtout qu'on arrive à faire percevoir que Teddy Bear était quelque chose de très différent. Donc, quand on a fait l'affiche, qu'on a dessinée en interne, qu'on a faite nous-mêmes, moi, je voulais surtout pas qu'il y ait de photos de matelas sur l'affiche, en me disant, il n'y a rien qui ressemble plus à un matelas qu'un autre matelas. On n'est pas là pour faire la pub de la collective du matelas, on est là pour dire, non, t'es pas la fédération tiens, un nouvel du matelas. acteur, exactement. Et donc, sur notre affiche, elle était toute blanche, il y a notre tête d'ours, parce qu'on a la chance d'avoir un chouette logo, le nom du site, l'incroyable matelas, et en fait, on a mis cette affiche dans le métro en se disant, ça va être comme une espèce de teaser, pour dire, regardez, il se passe quelque chose sur le marché. Et on voulait donner envie aux gens d'en savoir plus en venant sur le site. Et on a testé donc on a fait une campagne métro,
La campagne a cartonné. En 3 semaines, on avait rentabilisé notre investissement. On s'en est rendu compte en voyant l'accélération des ventes dans Paris et région parisienne par rapport au reste de la France. Et puis, en fait, les gens nous en parlaient beaucoup. Disant, non, mais c'est marrant, là, cette affiche, c'est quand même très surprenant. Et puis, la tête d'ours était très marquante. Donc, ça nous a convaincus qu'on avait commencé à mettre le doigt sur quelque chose. Et puis, très vite, on s'est dit, si l'affichage, ça marche, il faut qu'on aille en télé, parce que la télé reste aujourd'hui le média le plus puissant en fait pour toucher tous les foyers français. Et comme je le disais, on a un produit qui s'adresse à tout le monde, dont tout le monde a besoin. L'affichage, on est en 2016, hein, c'est ça ? L'affichage, juin 2016. Donc c'est assez rapidement dans l'histoire 6 mois après. De la marque. Ouais. Pardon. Et vu les résultats obtenus par cette première expérience média traditionnelle, tu t'es dit, avec en background l'expérience qui était la tienne sur tu nous l'as dit tout à l'heure, sur d'autres marques, on va passer en télé. Oui. Là, les budgets sont plus conséquents que du 4x3 dans le métro. Enfin, je sais pas, je suis pas un professionnel. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais pareil, en fait, dès le départ, on avait cette idée d'une vision à long terme, en se disant c'est un investissement qu'on fait aujourd'hui. Mais ça, c'est avec l'argent que vous avez levé que vous arriviez à financer. Avec une partie de l'argent qu'on a levé, parce qu'on a été raisonnable. On n'a pas décidé de faire de la télé tous les mois. On a choisi des périodes bien précises qui étaient plus porteuses pour le business. Mais on a fait en sorte aussi d'avoir un spot télé qui soit très innovant, très différent de ce qui se faisait sur le secteur de la literie, là encore pour construire l'image de la marque. Et donc à la fois donner envie aux gens de venir sur le site, et puis commencer à construire cette confiance et cette différenciation de Teddy Bear. Et quand on s'est lancé en télé en janvier 2017, on a été un peu à contre-courant. On a passé pas mal de temps à convaincre aussi nos actionnaires que c'était une bonne chose, que ce ne serait pas rentable immédiatement, mais que ça allait être un vecteur d'accélération et de création d'images extrêmement fort pour Teddy Bear. Et ça a été le cas. Enfin, du coup, on continue à en faire. Et ça a été un moyen, là encore, de raconter notre histoire. Et puis, en plus de ces investissements télé et affichage ponctuels, évidemment des outils d'acquisition plus traditionnels, digitaux. On va y venir, bien sûr, ça on comprend. Je veux dire, tout le monde a en tête qu'on ne fait pas aujourd'hui, surtout quand on est une DNVB, du recrutement uniquement au travers du offline. Mais bon, on comprend que le recrutement, c'est un enjeu clé quand on lance une marque nouvelle. En parallèle de ça, il y a d'autres enjeux. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, ton rôle de manager. Et il y a les équipes qui doivent être recrutées. Alors évidemment, vous appelez pas Google et vous avez probablement pas des centaines de personnes à votre service. Mais c'est quoi ? Comment ça se passe finalement, la structuration de ces équipes ? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de façon assez naturelle ou c'est véritablement des défis qu'il faut relever ? Je dirais que c'est un peu les deux. En fait, au départ, on était 3 ou 4. La première personne qu'on a recrutée, ça a été quelqu'un en charge du service client. Et je pense que c'est extrêmement important. Et l'équipe service client, c'est toujours l'équipe qu'on a fait grossir en premier pour accompagner le développement de Teddy Bear. Parce que comme je le disais tout à l'heure, pour nous, l'expérience client, elle est absolument critique. Pour le succès de l'entreprise et sa pérennité. Surtout que vous devez avoir un rôle hyper fort en avant-vente. Oui. Parce que quand on parle service client, souvent, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est pour dire la commande est passée et il y a un problème la question, c'est où en est ma commande, comment je fais pour retourner mon produit. Là, il y a en fait à convaincre en avant-vente le consommateur qui peut être amené à prendre contact avec vous pour dire mais comment ça fonctionne. Tout à fait. Donc l'équipe service client, elle est clé. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une valeur ajoutée et pas comme un centre de coût, comme ça peut être vu dans plein de boîtes qui décident du coup d'outsourcer leur service client dans d'autres pays. On a toujours considéré ça comme un investissement stratégique.
Effectivement, pour expliquer qui on est, répondre aux clients, les mettre en confiance, créer cette relation en fait qui est hyper importante, et puis ensuite les accompagner, parce que si ça se passe mal, que le client n'a pas envie de garder son produit, il faut qu'il puisse le faire hyper facilement. Et donc l'équipe service client, a été au cœur, et puis c'est une source d'insight qui est extrêmement précieuse pour améliorer les produits, pour savoir comment ça se passe, pour être sûr que la qualité de service qu'on propose est à la hauteur de l'exigence qu'on a aussi, parce que c'est parce que les clients étaient contents de nos matelas, ils nous ont dit mais vous n'avez pas faire de sommier, vous n'avez pas des oreillers, que peu à peu, en entendant ces retours, on s'est dit qu'il y avait aussi l'opportunité d'élargir la gamme. Et aujourd'hui, cette équipe, elle représente combien de personnes pour avoir une idée ? L'équipe aujourd'hui, c'est 9 personnes. On est un petit peu moins de 50 maintenant chez Teddy Bear. Donc c'est une équipe qui est très importante et qui est au milieu du plateau, dans nos bureaux, dans le Marais, et qui travaille avec l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes tech, les équipes acquisition, donc tout est développé produits. en interne, voilà. Alors, Tout est développé en interne. Et en fait, pour répondre à ta question sur la croissance des équipes, on a toujours veillé à avoir chez nous les fonctions qu'on considérait vraiment comme stratégiques. Donc très vite, même si au début, tout ce qui était tech, IT était outsourcé ou fait par des freelances, très vite, on a décidé d'avoir notre équipe IT en interne, back et front, parce que c'est le cœur du réacteur. Si le site plante, on n'a plus de business, parce que c'est un levier d'agilité exceptionnel. Et puis si on veut proposer une super expérience client hyper fluide, notamment la partie front du site, pour moi, c'est intrinsèquement lié à l'histoire qu'on veut raconter, la manière dont on veut présenter nos produits. Et donc, il faut que les équipes puissent travailler ensemble. Et de la même manière, tout ce qui est acquisition, c'est le nerf de la guerre. On a toujours voulu construire une boîte qui soit rentable. Et donc, pour être rentable, il faut maîtriser ces leviers d'acquisition au plus près. Tu veux dire que vous avez toujours été rentable ? Non, alors, on ne l'a pas toujours été, mais c'est quelque chose qu'on a toujours eu en ligne de mire dès le départ, et qui a beaucoup guidé aussi le modèle de développement qui a été le nôtre. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles on a décidé de ne jamais faire de solde. En plus de l'équité et de la transparence vis-à-vis de nos clients, mais en se disant... On crée un business model qui est nouveau, on arrive avec une proposition de valeur innovante, c'est une aberration d'aller casser les prix et de remettre de la complexité, de se remettre dans les pratiques des anciens acteurs du marché, alors même qu'on arrive en disant qu'on veut simplifier la vie des clients. Je comprends. D'ailleurs, tu parles de solde, donc en fait de distribution. Évidemment, on a bien compris que le site était le canal de distribution privilégié de toute DNVB qui se respecte. Ouais. Maintenant, on entend beaucoup parler des DNVB qui deviennent omnicanal, c'est-à-dire que de nouveaux canaux de distribution viennent s'additionner au canal historique de digital. Est-ce que c'est le cas aussi avec Teddy Bear ? Est-ce que vous allez avoir des corners avec des chaînes de distribution ? Est-ce que vous allez avoir une stratégie ou avez une stratégie wholesale ? Enfin, comment le côté... Ou alors, est-ce que vous allez ouvrir des magasins Teddy Bear ? Voilà, globalement, c'est quoi le sujet de l'omnicanalité ? Comment il est traité ? On ne peut pas l'ignorer, parce qu'il est vraiment important. Non, c'est une excellente question. Quand on s'est lancé, je pense qu'on imaginait qu'on allait garder un modèle digital pur et ne vendre nos produits qu'en ligne. Pour autant, on a toujours eu dans les bureaux de Teddy Bear une espèce d'espace showroom pour que les clients puissent venir nous rencontrer, voir les produits, nous poser leurs questions. Et en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de clients qui venaient au bureau, qui étaient contents de voir les produits, contents d'échanger avec nous. Ça pouvait les rassurer aussi, parce qu'on est une entreprise encore jeune. Et puis la plupart du temps, les gens qui venaient au bureau dans notre showroom, à la fin de la visite, ils nous disaient ok, j'achète. Donc en 2018, on s'est dit finalement qu'il y avait peut-être une opportunité d'avoir aussi une boutique Teddy Bear
Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, même si les bed-in-box pèsent plus de 15-16% du marché de la literie en France, la plupart des achats de matelas de sommier continuent à se faire dans le retail physique. Et donc, on a décidé de tester la vente en magasin, mais en se disant on va le faire nous-mêmes. Aucun de nous n'avait d'expérience retail. Donc, on a discuté avec des gens qui s'y connaissaient et on a réfléchi à ce que devait être une boutique Teddy Bear. On voulait surtout pas que ça ressemble à un magasin de literie traditionnel, donc que ça traduise la différence de la marque, son esprit bienveillant, son côté un peu disruptif. Et c'est comme ça qu'on a développé le concept de ce qu'on appelle la boîte de nuit. Donc on a donné un nom à nos magasins un petit peu humoristique, mais là encore pour créer de la connivence avec nos clients. Et on a ouvert notre première boutique en 2018 dans le Marais. Une boutique assez petite qui fait 60 mètres carrés, mais qui était vraiment habillée aux couleurs de Teddy Bear. Avec une présentation des produits qui soit extrêmement qualitative, avec une formation de l'équipe de vente là encore, qui soit à la hauteur des standards et de l'expérience qu'on voulait offrir à nos clients, dans un très bel emplacement, une très chouette déco, en se disant on a envie que les gens soient intrigués, aient envie de rentrer, même s'ils n'achètent pas, qu'ils aient passé un bon moment en fait. Et puis la boutique de Paris ayant bien marché, on en a ouvert 3 autres depuis, dont la dernière à Lyon il y a quelques mois. Donc on en a maintenant une à Toulouse, une à Lyon, une à Lille, en plus de celle historique de Paris. Et on se rend compte que le fait d'avoir ces magasins, ces boîtes de nuit, contribue non seulement au développement de l'activité de Teddy Bear, mais contribue à développer l'image de marque. La notoriété. Contribue à développer la notoriété. On dit avoir pignon sur rue, c'est comme des affiches permanente, et puis contribue aussi à créer une relation forte avec nos clients, parce que finalement, les vendeurs, les équipes des boîtes de nuit, c'est le visage de Teddy Bear, c'est tangible. Et puis, c'est aussi une source d'information extrêmement précieuse pour nous. Donc, les remontées clients en direct sont très importantes aussi. Donc il n'y a pas une stratégie d'adossement avec des partenaires de distribution? Non. Non, parce que... pour des corners ou des shop-in-shop Non, on a testé, on a eu des corners dans 3 hypermarchés Carrefour. Il y a plusieurs années, Carrefour nous avait approchés et on a testé. En fait, l'expérience a été très intéressante, mais on pense que ça convenait mieux à la marque d'avoir un endroit dédié. Et puis, on considère que le retail est un levier de développement stratégique. Et donc, comme tout ce qui est stratégique, on aime bien le faire nous-mêmes, à notre sauce. Je pense parce qu'on est aussi très exigeant, donc on va être sûr de maîtriser pleinement l'expérience. Et puis moi, je veux que quelqu'un qui appelle le service client au bureau, quelqu'un qui vient dans une boîte de nuit, quelqu'un qui vient sur notre site, soit véritablement en contact avec une seule et même marque. Et donc il faut qu'il n'y ait pas un cheveu d'écart dans ce qu'on raconte, dans le ton, dans les arguments, dans les conseils qu'on donne. Donc ça n'est possible que si tout est maîtrisé. Si tout est maîtrisé, si tout est fait chez nous, en fait. Donc merci là pour ce rappel un peu de la distribution. On en a un peu trop vite parlé. Aujourd'hui, c'est pas que le matelas, on l'a dit, c'est toute une gamme. Le matelas, il est toujours prépondérant dans le mix produit. Oui. Le matelas, c'est notre socle. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a développé une gamme de produits au-delà du matelas, mais toujours avec le même souci de ne proposer que des produits essentiels pour le sommeil ou pour le repos, de très grande qualité, d'un excellent rapport qualité-prix et qui soient faits en France. Et sinon, si c'est pas possible en France, en Europe. Et en étant en mesure à chaque fois de proposer une qualité de produit qui va être au moins équivalente aux meilleurs produits du marché. Si c'est pas le cas, on ne lance pas en fait. Donc on est très exigeant
sur le fait que le bénéfice pour le consommateur, pour le client, en termes de confort, il va être immédiatement perceptible. Et toujours accompagné d'un positionnement prix qui est pertinent, et puis cette même qualité de service. Donc on a aujourd'hui dans notre gamme des sommiers, on a lancé un canapé-lit, on a du linge de lit, des oreillers, des couettes, et puis une gamme enfant-ado, qui s'est beaucoup étoffée aussi ces derniers mois. Donc voilà, donc l'idée c'est que Teddy Bear accompagne un peu tous les âges de la vie avec des produits essentiels de super bonne qualité. D'accord, donc aujourd'hui c'est complet. C'est fabriqué en France dans la mesure où vous trouvez les fabricants en France. Justement, le Made in France, je t'ai dit en introduction, entreprise à mission. Oui. Je voudrais prendre quelques minutes pour que tu nous en dises un peu plus là-dessus, parce que c'est quand même pas rien de parler d'une entreprise comme une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça a changé pour Teddy Bear ? En fait, devenir entreprise à mission, pour nous, c'est apparu comme une évidence. Et vraiment dans la continuité des valeurs et des choix qu'on a pu faire pour Teddy Bear depuis le début. Je le disais, on a décidé de jamais faire de soldes pour des soucis d'équité, de transparence vis-à-vis de nos clients. Dès le départ de Teddy Bear, on a décidé d'avoir des matériaux responsables, de produire au plus près. On a des partenariats avec Emmaüs, à qui on donne les matelas que les clients nous rendent pour un programme d'accès au logement de gens qui sont dans la rue. On soutient aussi un toit pour les abeilles. Donc on a au cœur de Teddy Bear, depuis le départ, des engagements environnementaux et sociaux qui sont forts. Et devenir entreprise à mission, pour nous, c'était une évidence. Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire ? Parce que c'est pas juste deux mots qu'on va coller, entreprise non, mais mission. C'est quelque chose de contraignant. De très contraignant, parce que ça veut dire qu'on inscrit dans nos statuts une raison d'être et des engagements qui sont validés aussi par nos actionnaires et qui nous obligent, qu'on est tenu légalement de respecter. Donc, par exemple, la raison d'être de Teddy Bear, c'est rendre accessible à tous des produits essentiels pour le sommeil en cohérence avec la nécessaire transition écologique. Et en face de ça, on a inscrit trois engagements. C'est proposer une offre alternative de produits durables, responsables, vendus au prix juste pour encourager une consommation durable. C'est contribuer à réinventer nos filières et être moteur dans les réponses à la crise environnementale et avoir un impact social positif. Et troisième engagement, c'est d'associer nos salariés à la réussite de l'entreprise. Donc en face de chacun de ces engagements, on a des objectifs très concrets qui sont pilotés par un comité de mission, vérifiés par ce comité de mission, et puis qui, tous les 2 ans, sont audités par un organisme tiers indépendant, un peu comme un commissaire aux comptes, qui va venir vérifier la véracité des comptes, qui va venir vérifier que Teddy Bear met vraiment tout en œuvre pour être fidèle à sa raison d'être et atteindre les engagements qui sont les siens. Et puis, ce sont aussi évidemment des engagements, des objectifs qui sont partagés avec l'ensemble de l'équipe. Et chacun dans son métier doit être le garant de ces Donc tu as des représentants par métier, par exemple dans le service client, tu as quelqu'un qui va plus particulièrement être vigilant sur les missions, l'application des missions. On a un comité de mission, et là on a fait très récemment un off-site avec toute l'équipe. On leur a repartagé tout ce process pour devenir entreprise à mission. Ça a été fait évidemment de façon collégiale en interne. Beaucoup de gens ont été associés à la définition de ces éléments. Et puis, très régulièrement, en fait, on repartage les objectifs avec les équipes et on leur demande, chacun dans leur domaine, d'identifier ce sur quoi, dans leur activité, ils vont pouvoir jouer pour nous aider collectivement à atteindre
cet objectif. On est une des seules entreprises de notre secteur, en fait, à être entreprise à mission. Sur l'aspect environnemental, Oui. Dans quelle mesure vous arrivez à contrôler, on va dire, les process de fabrication? Le transport, c'est une consommation de carbone, c'est ce genre de choses. Alors, contrôler, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avoir un impact sur ça. ouais, bah c'est très important. Comment on essaye de contrôler, c'est dans le choix des matériaux qu'on fait. Par exemple, il y a quasiment 2 ans, on a décidé d'arrêter de mettre du latex dans nos matelas Teddy Bear, en considérant que c'était une fausse bonne idée. Le latex a l'image d'un matériau qui est vertueux, mais en fait, il vient de très très loin. C'est une cause de déforestation très importante. Il y a des impacts sociaux aussi dans les pays dans lesquels il est produit, qui sont extrêmement forts. Donc on a décidé de le supprimer et de le remplacer par une autre mousse qui n'a pas ces inconvénients. On a aussi décidé de se lancer dans une démarche de redirection écologique qui a accompagné toute cette réflexion autour du statut d'entreprise à mission, en se disant que compte tenu des enjeux environnementaux qui sont devant nous, faire mieux ou faire bien ne suffira pas. En fait, il faut faire complètement différemment. Il faut remettre en cause complètement la manière d'opérer. Et une des initiatives concrètes qu'on a lancées, ça a été le lancement l'année dernière, il y a tout juste 1 an, de notre matelas Pelote, qui est le premier matelas éco-conçu. Donc il y a un matelas qui est composé de laine française, avec une housse en lin et un socle en mousse recyclée. Et c'est un matelas dont l'impact carbone est 6 fois inférieur à celle d'un matelas traditionnel. Et pour développer ce produit, on s'est associé aussi avec le collectif Tricolore, qui est un collectif qui a vocation à revaloriser la filière laine française, parce qu'en fait, en France, on a plein de moutons dont on utilise le lait et la viande, mais la laine est considérée comme un déchet, alors que c'est un matériau qui a des qualités extraordinaires. Et la raison... pendant des années, les matelas étaient en laine pour des tas de bonnes raisons, parce que c'est un matériau qui est noble, qui apporte du confort, qui est respirant. Et donc on a décidé... Ça, on ne comprime pas un matelas en laine. Si, notre matelas Pelote, il est aussi comprimé, roulé. Il y a la partie en mousse qui est comprimée d'un côté, il y a le surmatelas en laine qui est comprimé d'une autre. Mais voilà, ça c'est un exemple concret, tangible, de cette démarche de redirection écologique. Et puis on s'est lancé dans un travail qui va durer des années. Hein. On est conscient du chemin qu'on prend, mais... du chemin qui reste à parcourir. Qui reste à parcourir, et c'est vraiment une logique de petits pas, mais on a envie aussi de revisiter les produits qu'on a aujourd'hui pour les rendre plus vertueux. Et puis, à chaque fois qu'on a une idée de lancement de produit, essayer de mettre au cœur du design et de la réflexion du produit cette démarche de redirection écologique. Ok. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on a vraiment aussi envie d'entraîner notre filière et d'être moteur dans le partage de bonnes pratiques pour que de plus en plus d'acteurs aient envie de s'engager sur cette voie. Et est-ce que, on parlait tout à l'heure de la livraison du dernier kilomètre, aujourd'hui il est difficile d'envisager finalement un transport décarboné en dehors du dernier kilomètre. Les transporteurs avec lesquels vous travaillez, c'est des sujets qui sont évoqués avec eux ou pas ? C'est des sujets qui sont évoqués avec eux. À Paris, par exemple, quand on le peut, on fait des livraisons en vélo, avec des vélos cargo. Le transporteur avec qui on travaille aussi a une flotte de véhicules électriques. Et puis, pour les livraisons sur des distances plus longues, c'est effectivement des sujets qu'on discute avec nos transporteurs,
et qui doivent s'inscrire dans les objectifs qu'on a en tant qu'entreprise à mission, parce qu'on a vocation à réduire notre empreinte carbone. Ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés. Et ça, vous allez, évidemment, tout le monde le comprend, donc vous allez avoir quelque part des KPI pour suivre le bilan carbone de votre entreprise. Ouais. Et là, on va refaire un bilan carbone de Teddy Bear. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est de réduire de 35% dans les 10 ans qui viennent l'intensité carbone de nos produits. Donc c'est un objectif qui est très, très ambitieux et qui va nous obliger à travailler différemment et puis qui va entraîner aussi avec nous nos prestataires dans cette démarche parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Écoute, merci vraiment pour toutes ces informations. J'avais dit en introduction, la dernière partie, ça va être celle sur la relation client. On a commencé à l'évoquer quand même au travers de tout notre échange. On a parlé évidemment de la clé de voûte de la relation client, cette équipe en charge de répondre aux demandes de vos clients. On a parlé un peu de l'acquisition. Peut-être que pour finir, on peut aller un peu plus loin sur finalement la marque, les réseaux sociaux, comment vous prenez la parole en dehors des médias mainstream comme la télé ou l'affichage, et puis comment vous faites de la rétention, comment on travaille le repeat business. Tu parlais tout à l'heure assez justement le fait que vous ne vouliez pas être un vendeur de matelas, et sur les pubs on voit pas de matelas, et quand on rentre dans un magasin Teddy Bear, d'ailleurs ça s'appelle boîte de nuit, donc il y a un ton de voix qui est quand même décalé. Est-ce que c'est grâce à ça qu'on peut animer son réseau ? Enfin bon, tu vois où je veux t'emmener. Comment on fait ? Oui, tout à fait. En dehors effectivement de la télé et de l'affichage, on est présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, l'idée, et puis plus récemment TikTok maintenant. Et l'idée, c'est vraiment d'incarner sur ces réseaux les valeurs et l'identité de la marque avec des contenus qui soient à la fois informatifs, pertinents, mais qui soient aussi distrayants et qui illustrent ce ton un petit peu disruptif. L'autre canal très important en fait de contact avec nos clients, c'est, tu le mentionnais tout à l'heure, c'est notre service client. On est dispo 7 jours sur 7. Sur une amplitude horaire qui est importante. La nuit Non, pas la nuit, mais jusque 20h, 20h le soir. Et on veille à avoir un temps de réponse qui est extrêmement, extrêmement court. On répond à nos clients par mail en moins de 3 heures. Donc on veut leur montrer qu'on est là, on est présent au téléphone, alors qu'il y a plein Les moyens de communication, c'est téléphone, mail, il y a le chat, WhatsApp, et on veille à être accessible par tous les moyens possibles, parce que là encore, c'est indispensable si on veut proposer un bon service et puis incarner la confiance. Il y a un autre levier en fait de développement de la confiance et de la marque Teddy Bear, ce sont nos clients. On a aujourd'hui une vraie communauté, on a plus de 55 000 avis sur le site. Donc ça veut dire que vous avez combien de clients ? On a vendu plus de 200 000 matelas Teddy Bear aujourd'hui, donc on a beaucoup de clients et on a la chance que ces clients, pour la plupart, soient extrêmement satisfaits et donc soient nos meilleurs ambassadeurs. On a plus de 20% de nos ventes qui viennent du bouche à oreille et ça a une valeur inestimable. Et puis on entretient vraiment la relation avec notre communauté, donc on essaye aussi d'être dans une démarche de co-construction. Donc quand on a lancé notre canapé lit, on avait avant interrogé des milliers de clients et de gens qui nous suivent pour leur demander ce qu'ils attendaient du canapé lit idéal, quels étaient les défauts des canapés lits existants. Et c'est en s'appuyant sur leur retour qu'on a développé ensuite notre produit. Ça avait été la même chose quand on a lancé notre oreiller. On l'avait fait tester à des centaines de consommateurs avant. Et sur la base de leur retour, on l'a modifié avant de le lancer. Donc, on a décalé le lancement. Et ça, vous tenez au courant, finalement, le reste de la communauté de toute cette démarche tout à fait. et de l'évolution de cette démarche. C'est des contenus spécifiques sur le site. C'est du partage d'informations sur les réseaux sociaux.
Et on adore. Et puis c'est des sources d'insights qui sont très très précieuses. Et puis l'autre manière de construire la relation avec nos clients, c'est aussi, au-delà de l'expérience qu'ils vivent sur le site en magasin, c'est quand ils reçoivent les produits chez eux. On veut que ce soit une expérience hyper agréable, qui soit surprenante, et que l'ouverture d'un produit Teddy Bear soit un peu une fête. Voilà. Donc il y a tout un cérémonial, des petites surprises aussi que les gens découvrent quand ils reçoivent leurs produits. Et puis bien sûr, on a un dispositif de CRM, donc de relations avec nos clients, avec des newsletters. Bon, évidemment, dans le respect des règles RGPD, c'est extrêmement important pour nous. Et on veille à ce que la fréquence des contenus qu'on envoie ne soit pas trop importante et que les contenus qu'on partage soient toujours pertinents et intéressants. Et puis, c'est l'occasion aussi de sonder nos clients sur des choses qui les intéressent. Tu parles de contenu. Moi, j'aimerais bien avoir un petit échange avec toi là-dessus. Parce que, pourquoi je te dis ça ? Les produits de literie, a priori, on ne les achète pas tous les 4 matins. Oui. Alors, un matelas, on va dire que c'est 10 ans. Les parures de drap, c'est peut-être un peu plus. Et encore, je ne suis même pas certain. Et si tu achètes un nouveau matelas avant 10 ans, c'est parce que la famille s'agrandit ou il y a une maison secondaire qu'il faut... Donc le repeat business, ça doit être pas tout à fait évident. Bon, bref, comment en fait tu vas aller raconter une histoire à ta communauté qui soit pas ennuyeuse, même si le but c'est de faire dormir les gens. Oui, c'est une très bonne question. En fait... nous-mêmes, au départ, on a été surpris par le nombre de clients qui rachetaient chez Teddy Bear. C'est assez contre-intuitif compte tenu du type de produit qu'on vend, mais d'abord la gamme s'est élargie. Et puis ensuite, on couvre aujourd'hui un spectre de besoins et d'âge qui est beaucoup plus large qu'au départ, parce qu'on a des produits pour les bébés. Jusqu'à l'âge adulte. Et on a vraiment... C'est de l'upselling. Oui, et c'est à la fois de l'upselling et puis des gens qui ont acheté un matelas Teddy Bear, qui sont convaincus par la qualité du produit et qui vont ensuite revenir pour acheter un oreiller, une couette. Et puis le fait d'être sur le site et de voir tous les produits qui vont ensemble à disposition, c'est aussi une forme de simplicité, de pouvoir tout choisir au même endroit. C'est la même chose pour la boîte de nuit. Et nous, on a vraiment vocation à proposer pour tous les âges de la vie des produits pour profiter du plaisir de dormir et de se reposer chez soi, en sachant en plus qu'on achète des produits de bonne qualité et qui sont le plus respectueux possible. Ça veut dire qu'en fait, tu arrives à avoir une communication produit avec un contenu autour de ça, parce que tu viens de les rajouter les uns à la suite des autres. Tout à fait, et puis parce qu'on communique aussi sur le type de confort, d'expérience que les gens vont avoir avec nos produits. On parle assez peu des matériaux, de la technologie, mais... On va parler du confort ferme et accueillant du matelas, on va parler du côté gonflant et ferme de l'oreiller, de la couette, qui est gonflante et légère, donc que les gens se projettent dans un moment hyper agréable. Et on sait à quel point c'est important d'être reposé et de bien dormir. Voilà, et puis on a plein d'idées dans les cartons là, de nouveaux produits aussi à venir. Écoute, on va les attendre avec impatience. En tout cas, Aude, merci beaucoup pour cet échange. Tu vois, on est déjà à 1h10. Merci à toi, j'étais ravie de cette discussion. Tant mieux, moi aussi. Merci à Comexposium, l'éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour le soutien qu'il apporte à cet épisode. Merci surtout à vous tous qui écoutez les Digital Doers, et vous êtes toujours plus nombreux, donc merci beaucoup. Merci Aude. Si vous voulez joindre Aude, je pense que c'est LinkedIn le meilleur moyen. Sinon vous passez par moi via le site lesdigitaldoers.com. Et puis Aude, je te dis à très bientôt et merci pour tout. À bientôt, bonne journée, merci beaucoup.